Alors, on va essayer d'y voir plus clair, colonel, parce qu'on ne comprend pas trop bien. On nous dit que l'interdiction américaine face au pilonnage incessant de cette région nord par les Russes, elle expliquerait peut-être l'installation lointaine des fortifications ukrainiennes, Sylvia. Oui. On apprend aujourd'hui précisément à quelle distance de la frontière les premières et deuxièmes lignes de défense se situent, grâce à l'Institut pour l'étude de la guerre. Effectivement, oui, souvenez-vous, il y a 3 jours, on parlait des déclarations d'un officier ukrainien à Vovchansk qui évoquait l'absence de fortifications à la frontière. L'ennemi est entré facilement dans la zone grise. Voilà ce qu'il disait depuis 2 ans. Au moins 3 niveaux de fortification auraient dû être bâtis à la frontière. Là, il n'y avait même pas de mine. Nous concluons qu'il y a eu de la corruption ou un sabotage délibéré, des accusations graves. C'est pourquoi il y a une réunion qui s'est tenue cette semaine avec tous les participants à la construction de fortifications. Et l'ISW, effectivement, s'en fait l'écho. Selon des responsables de l'administration de l'oblast de Kharkiv qui communiquent aujourd'hui, les bombardements russes constants ont empêché les forces ukrainiennes d'établir des fortifications à moins de 3 à 5 km de la frontière. Depuis le début des travaux, disent-ils, 30 équipements ont été détruits et 4 ouvriers tués. Alors on apprend aujourd'hui que les forces ukrainiennes ont construit les premières et les deuxièmes lignes. Elles sont situées là-bas sur cette carte, on va les voir, à environ 12-13 km de la frontière et puis 20 km de la frontière dans l'oblast de Kharkiv. 300 objets de fortification ont été érigés, toujours selon les responsables qui se sont exprimés lors de cette réunion. Il y a donc effectivement bien des fortifications sur place, même si elles sont assez loin de la frontière. Ouais, colonel Père de Jong, vous le liez, vous, à cette interdiction néanmoins américaine? C'est ce que disent certains officiels et c'est ce que dit aussi l'ISW ce matin. L'installation de ces frontières assez loin. Fortification. Encore une fois, c'est le grand débat. On voit qu'aujourd'hui, les Américains, ils sont très gênés aux entournures parce qu'ils vont délivrer de l'armement, parce que c'est pas à court terme. Aujourd'hui, l'armement américain, c'est un armement défensif ou c'est des obus 155. C'est pas ça qui va modifier la trajectoire des Russes. Par contre, ce qui va modifier la trajectoire des Russes, c'est quoi? C'est le matériel qui va arriver dans les semaines, dans les mois qui viennent. Là, avec des attaques MS et compagnie. Donc ça, c'est vraiment un matériel qui peut vraiment taper sur la Russie. Et c'est ce que veut éviter, à mon avis, les Américains, qui vont se trouver engagés dans une espèce de conflit, parce que les Russes vont bien évidemment les accuser de participer des co-belligérants, et là on rentre dans un cadre qui est extrêmement difficile. Rappelons-nous, la Russie est une puissance nucléaire et les États-Unis aussi. Donc c'est vrai qu'encore une fois, cette erreur, parce que c'est une erreur ukrainienne, le fait que, pour des raisons qui m'échappent, encore une fois, personne ne comprend réellement d'ailleurs pourquoi les Ukrainiens n'ont pas pris en compte les informations que leur faisaient parvenir les Américains, en tout cas les services de renseignement américains, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une vraie défaillance, et même s'il y a des lignes qui ont été construites à 12 et 20 km, les Russes vont être capables probablement de contourner ces lignes, puisqu'aujourd'hui vous n'avez aucune ligne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les Russes vont progresser tranquillement et vont avancer en direction de Kharkiv. Alors j'ai pas dit qu'ils iraient dans Kharkiv parce qu'il faut beaucoup d'effectifs pour entrer dans une ville comme ça, mais ils peuvent contrôler en tout cas l'environnement. Mais vous parlez d'erreur, mais néanmoins il y a eu ces fortifications, même si elles ont peut-être un peu tardé, mais elles sont là, ces fortifications, colonel. Alors oui, à 12 et 20 km, encore une fois. Donc il aurait mieux valu qu'ils les construisent, disons, à 2 km, comme avaient fait les Russes le long du Dniepr. C'est vrai qu'ils ont fait ce qu'il fallait, et c'est vrai qu'ils ont essayé. Encore une fois, la réalité du terrain, elle vient des combattants eux-mêmes. Les combattants eux-mêmes l'expriment de façon extrêmement virile, je dirais quelque part. C'est comme assez rare qu'un officier communique comme ça, en disant très clairement que l'Ukraine n'est pas prête. Et encore une fois, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Ukraine a une vraie difficulté. Ils sont en train de recruter massivement des hommes pour faire 10 brigades territoriale pour protéger Kiev. Donc encore une fois, j'ai le sentiment que très concrètement, les Ukrainiens n'ont pas pris en compte la menace venant du Nord et ils sont concentrés sur une menace qui venait de l'Est, qui venait d'Advitka en direction du Dniepr. Et c'est vrai que cette concentration qu'ils ont fait dans le centre est très pénalisante, donc ils n'ont même pas les effectifs aujourd'hui pour contenir la poussée russe. Un grand merci à vous. Merci, colonel Père de Jong, d'être intervenu dans 12-15. Général Norlin, quelle est l'analyse que vous portez sur cette situation? Est-ce que c'est cette interdiction américaine de ne pas frapper en Russie qui entrave un peu ces Ukrainiens? Et si cette interdiction elle est levée, est-ce que ça pourrait leur permettre d'aller plus loin, peut-être à un moment même donné, de relever les fortifications, de les mettre un peu moins loin que 12 à 20 km par exemple? Parce que là, on voit bien qu'ils les ont mis là, parce que s'ils les mettaient beaucoup plus près, ils sont sous le feu russe. Oui, vous savez, l'interdiction américaine, c'était jusqu'à maintenant condamner les Ukrainiens à combattre avec une main dans le dos. Ça, c'est clair. Donc, c'était vraiment les empêcher de pouvoir se défendre de façon efficace. Bon, moi, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Magali et de la vôtre sur le fait que la déclaration d'Anthony Blinken est quand même un peu prêchi-prêcha, mais pour moi, c'est clairement un go pour l'armée ukrainienne, pour l'Ukraine, de pouvoir utiliser. Alors après ça, on rentre
vous savez... Ambigu, mais vous y voyez une permission quand même pour eux. C'est là, si on écoute ce que dit Blinken, on voit très bien que c'est, oui, bon, c'est à eux de décider. C'est dit. Alors après ça, est-ce qu'à la Maison-Blanche, tout le monde est d'accord? Ça, c'est une autre histoire. Et après ça, alors quand on rentre, vous savez, entre la distinction entre le défensif et l'offensif, et en disant, ça, on a connu ça, c'est des arguments, parce que, bon, dire qu'un armement est défensif, est purement défensif, c'est toujours... Là, pour le coup, c'est vraiment très ambigu. Mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on donne des arguments aux Ukrainiens, pour justifier des tirs qu'ils pourraient faire éventuellement en Russie. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une inflexion de la politique américaine. Bon, comme vous l'avez dit, il va falloir voir comment elle se traduit dans la réalité, dans la conduite de la guerre. Mais voilà. Donc, et comment les Ukrainiens vont pouvoir l'utiliser. Sur l'aspect des opérations eux-mêmes, c'est vrai qu'il y a eu certainement dans le commandement ukrainien des hésitations sur la tactique, que ces hésitations ont duré beaucoup trop longtemps et qu'ils sont dans une situation difficile. La question des positions, vous savez, c'est une vieille maxime de la guerre et qui a été je veux dire, c'est le général Foch à l'époque, qui n'était pas encore maréchal, a dit le feu tue. Donc comment voulez-vous construire des tranchées sous le feu permanent et continuel des drones, de l'artillerie russe, etc., etc. Vous ne pouvez pas. Donc ils sont contraints de reculer sur leur ligne de défense. Et puis voilà. Alors après ça, est-ce que les Russes ont la capacité de conduire une grande offensive? Est-ce que jusqu'à maintenant, les Russes ont toujours dit, nous, on veut aller à Kiev. Et voilà, on ne voit pas pourquoi il changerait d'avis tout d'un coup, surtout dans cette période. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a pris la parole hier, grosse réunion à la télévision russe où il s'est réuni avec des hauts commandants. Il s'est félicité de cette avancée russe. Il est actuellement en Chine, le chef du Kremlin. Premier voyage de Vladimir Poutine depuis son investiture le 7 mai, le deuxième en 7 mois. Sur la dernière décennie, l'agence Chine Nouvelle nous dit qu'ils se sont vus 40 fois. Voici l'image de ce matin, l'image forte en symbole. Est-ce une visite seulement d'affichage uniquement? Bien sûr que non. On verra avec Sylvia Mikon d'ailleurs qu'il y a peut-être des inquiétudes russes sur le dossier commercial. En attendant, Justine Jankowski, comment on voit cette visite à Pékin? Est-ce qu'il y a l'enthousiasme des dernières années qui prévaut là quand il y a cette visite aujourd'hui? Mais aujourd'hui, l'enthousiasme, il est partout. En tout cas, il est affiché. Car aujourd'hui, la Chine accueille son vieil ami Poutine pour la deuxième fois en moins d'un an. Alors, sur les réseaux sociaux, tous saluent l'arrivée de celui qu'on surnomme ici le grand empereur. Un internaute salue même les deux dirigeants les plus beaux du monde, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Comme quoi, ça compte. En tout, le hashtag visite de Poutine totalise 110 millions de vues sur les réseaux sociaux. Ce ne sont que des commentaires positifs. Merci la censure. Du côté de la presse, c'est à peu près le même son de cloche. Plusieurs médias reprennent l'interview fleuve que Vladimir Poutine a accordée à l'agence de presse chinoise Xinhua. Et partout dans les articles, les mots que l'on lit le plus souvent, c'est solidité et stabilité de la relation sino-russe. Vous le voyez, l'objectif, c'est de montrer un front uni face à l'Occident. Même si, pour la Chine, c'est peut-être un peu plus une amitié qui devient de plus en plus de façade, car si elle veut conserver des relations économiques avec l'Europe, elle n'a pas intérêt à ce que son voisin russe provoque une escalade des conflits en Ukraine.